La question suivante concerne les abords de la porte de Clignancourt et la parole est à... Allez-y, Madame Giudicelli. Mettez votre micro. Voilà. Ah, il a éteint. Pardon, oui, merci. Que les questions, ou les vœux, mais surtout les questions, c'est une dernière bouteille à la mer après un certain nombre de remontées d'informations et de demandes des riverains qui restent sans réponse. Celle-ci en est un exemple, puisque quiconque, n'importe quel riverain du 18e ou parisien ou banlieusard qui passerait par la porte de Clignancourt l'aura vite identifié. Le problème, on parle ici d'un périmètre très identifiable puisqu'il est relativement restreint en termes de diamètre, si je puis dire. Donc c'est autour de la porte de Clignancourt, plus exactement autour du McDo et de la fin de la rue Le Thor. Donc la situation est catastrophique en termes de, je dirais, pas seulement de vivre ensemble, mais de modification complètement de l'environnement, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune mixité sociale d'ailleurs en passant, mais c'est surtout les violences réitérées, régulières, un certain nombre d'actions qui sont menées, ce qui porte préjudice à pas seulement à la sérénité, mais bien à la sécurité des habitants. On a une concentration de trafic avec une situation comme le dit une amie à moi qui habite dans le quartier, ils vous disent c'est nous qui sommes chez nous. Ici, on est chez nous, et finalement, les riverains deviennent des simples touristes. Donc il y a des effets graves aussi en termes économiques, puisque tous ces trafics portent préjudice à les petits commerces, notamment les tabacs qui vendent les cigarettes au prix du marché. Et puis aussi des actes de violence. Il y a eu des plaintes qui ont été déposées, et c'est un impact aussi sur le marché immobilier, puisque un certain nombre d'appartements ou de commerces ne trouvent pas repreneur, dans la mesure où ça n'est plus du tout, c'est le moins qu'on puisse dire, attractif. Donc il y a eu un conseil de quartier qui s'est tenu le 21 octobre. Je crois que vous y étiez, Monsieur Havet. Et il a été mis en évidence le problème de la gestion policière, en fait, de contrôle et d'éventuelles interpellations, de ce qu'on appelle donc de harcèlement régulier, qui permet d'avoir un impact dissuasif et puis de porter à terme au moins son résultat. Donc vous avez mis en avant le fait qu'il y aurait une montée en puissance en fait de la police municipale qui pourrait contribuer à précisément faire ce travail de surveillance et aussi de dissuasion par rapport à ces trafiquants, etc. Le problème, c'est que pour le moment, ils n'ont pas été déployés dans cette zone-là. Donc la question, elle est, est-ce que, comme ça l'a été formulé par les riverains, et notamment encore et encore dans le cadre de ce conseil de quartier, est-ce qu'un système de vidéosurveillance peut être envisagé comme il semblerait que ça pourrait être au moins une initiative de compensation en attendant la présence physique, ou même en complémentarité d'une présence physique de la police municipale à cet endroit. Qu'est-ce que vous comptez faire? Est-ce qu'il y a un programme concret, puisqu'on ne va pas attendre que ça se dégrade davantage? C'est déjà très dégradé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Kevin Havet. Je vous remercie beaucoup pour cette question qui me permet déjà, dans un premier temps, de revenir sur pourquoi cette dégradation. C'est important qu'on partage un peu le constat pour trouver ensemble les bonnes solutions. Je rappellerai quand même qu'il y a un peu plus d'un an, le président de la République a déclaré que le sud de la Goutte d'Or bénéficierait d'effectifs importants. On n'en a jamais vu autant depuis la guerre d'Algérie sur le sud Goutte d'Or, sur un périmètre extrêmement restreint. Et puis, nous l'avions prédit avec le maire du 18e, nous avions prévenu le préfet de police, nous allions avoir des effets reports monstres. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui.
sur plusieurs quartiers, à l'intérieur même parfois de la Goutte d'Or, et aussi du 18e, et c'est la situation que vous décrivez sur la porte de Clignancourt. Face à cette dégradation, c'est l'ensemble de l'équipe municipale, et je tiens à remercier mes collègues qui sont mobilisés sur la question, que ce soit Jean-Philippe Davio, Frédéric Badina-Serpette, Antoine Dupont, Nadia Benakli, Gilles Ménède, Violaine Trajon ou encore Marie-Laure Casier. On agit conjointement et collégialement sur la question. J'ai pu réunir avec mes collègues le mois dernier un grand comité sur la question qui mobilise à la fois les acteurs que vous pouviez évoquer, à la fois les habitants, les commerçants, la RATP, la SNCF, universités, lycées, collèges, l'ensemble des acteurs qui peuvent être concernés. Et puis, je salue également l'action déterminée du commissariat du 18e, avec le nouveau commissaire central Cabon, sur lesquels nous agissons de manière concomitante sur la question. Vous évoquiez l'absence de la police municipale sur le secteur. Alors, je suis très surpris de votre réponse, puisque ce n'est pas les retours forcément que j'ai des habitants, et puis surtout, puisque c'est le secteur prioritaire pour les missions de la police municipale. Juste quelques chiffres. Entre 2020 et 2021, on a multiplié par 32 les opérations communes entre les effectifs de la ville de Paris, de la police municipale sur ce secteur. On a multiplié par 3 les îlotages de la police municipale. Les îlotages, ça fait partie des missions de base que nous avons données à la police municipale qui peuvent ainsi prévenir et également sanctionner les actions délictueuses sur ce secteur-là. J'ai également demandé à la police municipale d'être en statique plusieurs fois par semaine à l'intérieur du square Sainte-Hélène. On avait constaté, des riverains nous avaient signalé des débuts de deal à l'intérieur du square Sainte-Hélène, et je sais que nous sommes déterminés sur la question. Mon collègue d'ailleurs, Gilles Ménède, travaille à un réaménagement de ce square prochainement. Donc vous voyez, l'action de la municipalité, d'un point de vue sécuritaire, on est vraiment déterminé sur ce secteur-là. Il y a aussi l'action, comme je le soulignais, du commissariat du 18e qui agit quotidiennement. Vous pouvez aller sur la porte du Clignancourt, vous avez des effectifs de la police nationale qui sont là présents en permanence, qui luttent contre le deal. Le deal est très compliqué, il y a une particularité, plus dure que sur d'autres secteurs, en particulier à Barbès, mais en tout cas, le commissaire Cabon nous a fait part de sa détermination à agir sur le secteur. Vous évoquez la situation de la vidéosurveillance. Il y a déjà, la porte de Clignancourt est déjà couverte par plusieurs caméras de vidéosurveillance, mais nous relayons en tout cas cette demande auprès de la préfecture de police d'une couverture totale et entière de la porte de Clignancourt en termes de vidéosurveillance. Nous ferons également d'autres demandes auprès de la préfecture de police sur lesquelles nous pourrons revenir peut-être une prochaine fois. Nous travaillons, et c'était le sens de mon propos, avec mes collègues sur la porte de Clignancourt également, pas seulement uniquement sur une réponse sécuritaire, mais pour que les habitantes et les habitants se réapproprient. C'est aussi une dimension très importante de notre stratégie. En agissant sur l'aménagement urbain, en agissant sur la propreté, en accompagnant les commerces actuels et en favorisant l'installation de nouveaux commerces, en amenant la culture sur l'espace public, en travaillant à rendre l'espace public plus mixte et plus favorable aussi pour que les femmes puissent se réapproprier l'espace public, et également en permettant aux Parisiennes et aux Parisiens de se réapproprier la petite ceinture. Donc vous l'aurez compris, notre mobilisation est totale, entière, sur la situation de la porte de Clignancourt, et donc nous allons continuer à mobiliser l'ensemble des acteurs qui peuvent nous aider pour améliorer cette situation. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette réponse en fait, très complète. Attendez, il y a un droit de répliquer. Je voulais juste rajouter un élément, j'en ai pour 5 secondes, mais pour informer le Conseil que, comme nous nous y étions engagés, nous travaillons avec le maire de Saint-Ouen sur l'avenir de la porte de Clignancourt, l'avenir du cheminement entre la porte de Clignancourt et les puces de Saint-Ouen. Et je dois dire que la qualité de la collaboration avec la mairie de Saint-Ouen me change et me réjouit. Et je suis convaincu que nous arriverons à avoir des actions constructives avec l'actuel maire de Saint-Ouen. C'est indispensable si on veut améliorer les choses. Et donc nous allons le faire. Je vous laisse la parole pour un droit de réplique. Merci. Oui, non, c'est juste pour rebondir sur ce que vous disiez. D'abord, en fait, en termes de déploiement policier, ce qui est reproché, c'est que ça se fait à des moments où finalement c'est pas le plus chaud et que c'est pas le moment le plus impactant pour les riverains. Voilà. Ensuite, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est alors en termes de priorité, là, on a vu par exemple pour la question précédente.
ça va se faire très vite. Est-ce que pour les vidéoprotection, est-ce que vous avez un calendrier, oui, pour de date de mise en œuvre? Alors, je vais donner quelques éléments de réponse et puis on va passer à la question suivante qui concerne d'ailleurs aussi la porte de Clignancourt. Juste rappeler le processus pour ce qui est de la vidéoprotection. Nous faisons des suggestions et nous donnons un peu d'argent et c'est le préfet de police qui instruit et qui met en place. Cela dit, pour ce qui est de la porte de Clignancourt, comme Kevin Havel l'a dit, d'abord il y a déjà une couverture de caméras dite PP. Et il y a aussi, grâce aux terminaux de bus et aux trams, une présence de caméras de la RATP qui n'est pas complètement négligeable. Dernier élément là-dessus, les principaux éléments de difficulté sur la porte de Clignancourt qui ont trait aussi bien à des actes de délinquance pure que à des difficultés d'utilisation de l'espace public et notamment de vente à la sauvette. On l'a vu dans beaucoup d'endroits du 18e. En réalité, la vidéosurveillance, la vidéoprotection est assez peu dissuasive s'agissant de contraventionnels, quoi. En gros, ça peut éventuellement pousser quelques actes délictueux à se faire en cachette des caméras. Et c'est toujours bien. Ça peut aider la police à faire des enquêtes pour ce qui est d'actes délictueux, pour ce qui est du contraventionnel. Très honnêtement, c'est pas un outil extrêmement efficace, en tout cas beaucoup moins efficace que la présence physique de la police nationale, de la police municipale ou d'usage positif, comme on dit, de l'espace public. Et je veux vraiment remercier Kevin, mais il les a cités, donc je ne refais pas toute mon équipe qui travaille ardemment sur cette question, qui concerne aussi les aménagements de voirie. Et donc je laisse la parole concernant ces aménagements à Eric Ehlers. Merci, Monsieur le maire. Oui, le mercredi 15 décembre avait lieu une réunion d'information sur les aménagements liés à la pérennisation de la piste cyclable du boulevard Ornano et l'aménagement correspondant de la porte de Clignancourt, ce que l'on appelle la Corona Piste. Lors de cette réunion, de la partie à laquelle j'ai pu assister à cette réunion, j'ai constaté une forte opposition de la plupart des personnes présentes, qui n'étaient pas hostiles en soi au vélo, bien entendu, ni même à des aménagements, mais à ces aménagements. Le micro s'en va. Esprit, es-tu là? C'est pas moi. Ça permet de réchauffer l'atmosphère, ce qui n'est pas un mal. Surtout de ce côté-ci de la table. Donc cette réunion, voilà, une hostilité liée à une inquiétude due aux nuisances liées aux encombrements. Des encombrements qui sont très mal vécus et qui vont même au-delà du boulevard Ornano, puisque le trafic gagne les rues adjacentes. Donc les nuisances, elles sont connues, certainement la pollution de l'air, mais beaucoup le bruit, les klaxons, les énervements. Tout ceci fait que les gens ont regretté qu'il n'y ait pas davantage d'échanges, pas de concertation, et notamment sur d'autres possibilités. Alors il nous a été répondu que ce n'était pas envisageable, mais c'était très insatisfaisant. Donc la question porte là-dessus. Pour quelles raisons, là, cette fois-ci, on va très vite. On voit que sur la rue Gaston-Auguet, il faudra plus de 10 ans pour un sujet qui a une vraie question de sécurité, et que là, on va aller très très vite. Donc pour quelles raisons, monsieur le maire, n'avez-vous pas mené une concertation? Je reprends les propos de madame Léa Balage-Elmariki qui me disait que votre principe c'était de rendre le pouvoir. Là, vous devez être assez déconcerté par la réalité qui est en pleine contradiction. Et enfin, que comptez-vous prendre comme disposition pour réduire cette congestion, pour pallier ces nuisances, cette pollution sonore, visuelle, atmosphérique liée au trafic subie par les riverains de la porte de Clignancourt, du boulevard Ornano et des rues adjacentes, et donc rétablir une situation beaucoup plus vivable. Je vous remercie.
Je ne vais pas revenir sur les propos que j'ai tenus lors de la réunion, parce qu'on a fait plus de 2 heures de réunion ce soir-là, et à chaque fois que je fais des réunions publiques, j'essaye de les tenir au moins en 2 heures pour qu'on arrive à aller jusqu'au bout des sujets. Sur les réunions de concertation, le mot concertation n'a d'intérêt que si plusieurs projets sont soumis aux riverains, de sorte à ce qu'ils puissent se positionner sur l'une ou l'autre des solutions qui est proposée. C'est d'ailleurs le cas, par exemple, sur la rue Championnet qui est juste à côté, où la semaine suivante, j'ai tenu une réunion de concertation où, effectivement, techniquement, on pouvait proposer plusieurs propositions, et c'est ce qu'on a fait. Dans le cadre du boulevard Ornano, on a des contraintes, vous l'avez évoqué, comme le marché, par exemple, qui nous empêche de faire ce qu'on a fait avenue de Clichy, comme donc une bidirectionnelle latérale. On peut pas le faire. Une bidirectionnelle centrale, je l'ai évoqué plusieurs fois, c'est quelque chose qui n'est pas demandé par les riverains, et c'est d'ailleurs quelque chose qui n'a pas très bien fonctionné, il faut être honnête, sur le boulevard de Clichy, enfin l'avenue de Clichy plutôt, avenue de Saint-Ouen, et sur l'avenue de la Chapelle. De fait, ne restait techniquement possible qu'une seule proposition, d'où la tenue d'une réunion de présentation du projet définitif et non pas une réunion de concertation. Je tiens à dire quand même que préalablement, l'ensemble des associations de cyclistes avaient été sollicitées par l'hôtel de ville. Donc il y a quand même eu des échanges préalables. Et d'ailleurs, ce projet ne tombe pas du ciel. C'est un engagement de la municipalité depuis près de 2 ans maintenant. Donc dire qu'il n'y a pas eu d'échange, c'est peut-être un peu fort. Sur la réduction de la congestion. Je ne vais pas revenir non plus sur ces propos, sur la situation particulière que le Covid entraîne. Néanmoins, il y a quelque chose à expliquer. Il y a 2 manières de finalement réduire, comme vous le pensez, la congestion et les nuisances associées. La première, c'est celle que vous prenez, qui est d'augmenter l'offre de mobilité, donc c'est-à-dire créer plus de voies de circulation. Or, ce n'est jamais une bonne solution parce que dès lors qu'on crée des nouvelles voies de circulation, on entraîne un effet d'aubaine. Donc de plus en plus d'automobilistes utiliseront cette voie de circulation et ça sera encore une fois congestionné. La réalité, c'est que pour réduire les congestions, il faut réduire le besoin de mobilité. Et comment on fait ? Il y a 3 raisons, il y a 3 manières de le faire. Il y a avoir un transport public de qualité et donc des solutions alternatives à l'utilisation de la voiture. Et je rappelle que la baisse des fréquences de transport public qu'a mis en place Île-de-France Mobilité est le contre-exemple de ce qu'il faudrait faire. C'est avoir aussi un transport public de proximité. Avoir un transport public de proximité, c'est réduire la nécessité de se déplacer pour aller vers le transport public. Et en ce sens, quand Mme Pécresse propose de supprimer 200 000 fonctionnaires dans le cadre de la présidentielle, c'est pas encore une fois un bon exemple. Et le 3e point, c'est de proposer du travail à proximité de là où les gens vivent, et donc c'est repenser l'urbanisme. Et donc c'est ce qu'on essaye de faire au travers des projets sur lesquels on se bat. Ces 3 points, ils sont importants parce que j'estime que c'est ce vers quoi on doit toutes et tous tendre. Donc mon propos est juste de dire que les solutions les plus évidentes ne sont pas forcément les plus à même de répondre aux problématiques qu'on souhaite adresser. Et donc la politique que nous menons, elle essaye d'être lucide sur la réalité, et je pense vraiment que dans les 2-3 prochaines années, une fois que les projets d'aménagement sont finalisés dans notre arrondissement, les problématiques de congestion que vous évoquez seront réduites. Je l'ai déjà évoqué et je le réitère ce soir, c'est important de ne pas surréagir et d'avoir en tête la vision qu'on porte de l'espace public et la vision qu'on porte du transport en commun. Merci beaucoup. Monsieur Ehlers, un mot pour conclure cet échange ? Oui, merci. Monsieur Dupont, vous avez effectivement bien développé lors de cette réunion, ça je ne le conteste absolument pas. Par contre, l'idéologie a pris une telle place que vous en oubliez un certain nombre de choses. La première, c'est le quotidien vécu par les gens. C'est-à-dire qu'au nom d'une idéologie, on ruine la vie des gens. La deuxième chose, c'est que, contrairement à ce que vous dites, il y a plusieurs méthodes de régulation. Il n'y a pas que celle-là. Il n'y a pas que de réduire les tuyaux. Là, les flux, c'est des réservoirs et des tuyaux. Voilà. Il y a aussi, on peut agir aussi sur les réservoirs. Et puis après, il y a beaucoup d'autres manières d'agir plus finement pour ne pas contrarier le trafic qui est indispensable à une ville, à une capitale comme l'est Paris. Parce que dans le trafic qu'il y a sur le boulevard Ornano,
il y a beaucoup de gens qui sont des professionnels. C'est des artisans, des déménageurs, des professionnels de santé. Et donc, ce n'est pas que des gens qui prennent une voiture pour s'amuser, pour se faire plaisir, ou parce qu'ils méprisent les transports publics. Point suivant, les transports publics, ce sont eux qui trinquent, et notamment l'autobus. Et l'autobus, c'est le transport public universel. C'est celui que tout le monde peut prendre. On pourrait dire même pas de 7 à 77 ans, beaucoup plus. Même des personnes handicapées. Le métro n'est que très peu accessible. Le bus a cette fonction. Et donc c'est le bus qui se retrouve englué, qui peut beaucoup moins manœuvrer, et qui est pénalisé par cette politique d'embouteillage délibéré. Donc non, je pense qu'il faut vraiment revoir la chose, et si possible de manière non idéologique, et en ayant d'abord pour objectif ce cadre de vie. Je vous remercie. Merci. C'est pas ce soir qu'on va avoir un débat complet sur la question de la politique de déplacement ou de transport. Et donc, je vais pas m'amuser à réagir en quelques mots. Simplement, d'abord, remercier Antoine Dupont pour son action sur cette question des déplacements, notamment dans le 18e. Et Monsieur Ehlers parlait d'idéologie. C'est pas un terme qui m'effraie en soi. Mais oublions l'idéologie. Rappelons peut-être l'histoire. À chaque fois que les uns ou les autres, ça a sûrement pu arriver à ma famille politique aussi, se sont opposés à ces grandes décisions de modification de la façon dont on se déplace à Paris. Je pense à la question des couloirs de bus quand Bertrand Delanoë était maire. Je pense à la question du tramway il y a une dizaine d'années. Je pense à la question de la réforme du plan des bus. Je pense bien sûr à ce que nous avons fait d'abord partiellement rive gauche, puis partiellement rive droite, puis sur les deux autour de la Seine. À chaque fois qu'il y a eu des oppositions à ces grandes options de politique publique, qui ne sont pas d'ailleurs des options de politique publique purement parisiennes, c'est des options de politique publique de toutes les grandes métropoles qui ont été construites pour une bonne part avant l'arrivée de la voiture individuelle, ces oppositions se sont trouvées démenties par la réalité et par les faits. Et aujourd'hui, personne n'imagine revenir aux positions des uns et des autres qui étaient celles des uns et des autres, donc il y a 10 ans, il y a 15 ans ou il y a 20 ans. Et je vous fiche mon billet que c'est exactement ce qui va se passer sur la question des parcours cyclables dans Paris. Je voudrais rappeler une dernière chose, et puis vraiment j'en aurais fini parce qu'on pourrait parler pendant des heures de ce sujet. Rappelons-nous que nos villes européennes, anciennes, n'ont pas été construites pour être adapté à l'usage intensif des déplacements individuels. La voiture n'existait pas quand Paris a été créé. L'histoire de la voiture à Paris, comme dans toutes les grandes métropoles européennes, aura été finalement une histoire assez courte. Et c'est d'ailleurs grâce à ça que nous avons dans nos villes européennes d'immenses réseaux de transport en commun. Parce que quand on a créé le métro, ou plutôt quand nos ancêtres ont créé le métro, la voiture elle n'existait même pas. Et heureusement qu'elle n'existait pas au moment où nos villes se sont construites. Et donc, en réalité, ce que nous sommes en train de faire maintenant, ça va prendre encore plusieurs années, qui est de la réduction de la place du transport automobile individuel dans nos villes et un retour à l'urbanisme de nos villes. Et tous ceux qui se plaignent aujourd'hui des coronapistes, je ne veux même pas imaginer ce qu'ils auraient eux-mêmes dit au moment des grands travaux d'Haussmann. C'est nous qui adaptons cette ville à la réalité. C'est les Parisiens qui ont décidé de se passer de plus en plus de leurs véhicules individuels, parce que notre ville n'est pas faite pour ça. Tous ceux qui ont essayé dans les années 70-80 d'adapter Paris à la voiture s'y sont cassés les doigts. Et au fond, nous allons tout simplement revenir à ce qu'est l'histoire de nos villes européennes anciennes. Et croyez-moi, dans quelques années, on ne parlera plus des coronapistes. On se demandera même comment c'était possible d'avoir pendant 40, 50 ou 60 ans vécu avec des voitures à chaque coin de rue. Croyez-moi, nous allons dans le sens de l'histoire. Et parfois, l'histoire bégaye, comme disait Karl Marx. Et là, je crois qu'elle bégaye un peu. La réalité, c'est que nos villes ne sont pas faites pour la voiture individuelle. Elles n'ont pas été construites comme ça. Elles n'ont jamais su s'adapter à ce mode de transport individuel. Heureusement pour nous, nous bénéficions des infrastructures collectives qui ont été créées au XIXe siècle et au XXe siècle. Et créons-en de nouvelles. C'est ce que nous faisons. Et vraiment, merci, un grand merci à Antoine Dupont. C'est pas facile de tenir ces réunions, parfois avec un public qui est très opposé à cette vision des choses, mais quand on est quasiment certain, comme on l'est, que sur le fond, on a raison, ça nous donne beaucoup de cœur à l'ouvrage. Et nous n'en manquons pas.